Voilà. Tout ce que j'ai pu trouver de l'histoire du pauvre Werther, je l'ai assidûment rassemblé et vous le présente ici. Certain que vous m'en saurez gré. Vous ne pouvez, à son esprit et à son caractère, refuser votre admiration et votre amour, à sa destinée vos pleurs. Et toi, âme bonne qui sens en toi les mêmes aspirations que lui, puise consolation dans sa souffrance et permet à ce petit livre d'être ton ami, si, de par le destin ou par ta propre faute, tu n'en peux trouver un plus proche de toi. Voilà commence un ouvrage extrêmement célèbre dans l'histoire de la littérature allemande et même de la littérature universelle, à savoir les souffrances du jeune Werther de Goethe, que je vous montre ici. Donc, die Leiden des jungen Werthers. Les souffrances du jeune Werther. Alors, c'est un ouvrage qui est emblématique parce que, publié en 1774, il inaugure un mouvement que l'on appelle le Sturm und Drang. Le Sturm und Drang, c'est quoi? Le Sturm und Drang, en fait, c'est un mouvement dont le titre est quasiment intraduisible mot à mot et qui signifie tempête et élan, si on le traduisait en faisant du mot à mot. Ce terme lui-même est tiré d'une pièce qui est notée au tableau, vous pouvez le voir, de 1776-77 de Klinger, qui s'appelle justement Sturm und Drang, c'est une pièce de théâtre. Alors pourquoi a-t-on donné ce nom à ce courant? Eh bien tout simplement parce que donc, ce courant est en rupture avec un courant qui précédait, et ce courant qui précède, en fait, c'est le courant dominé par le rationalisme, ce qu'en France on appelle le courant des Lumières, en Allemagne dit Aufklärung, c'est la même étymologie, donc pratiquement, puisque Aufklärung ça veut dire l'éclaircissement, l'éclairage, si on traduit de nouveau littéralement. Donc, l'Aufklärung avait comme doctrine la raison, l'ordre, mais aussi le progrès. Et le Sturm und Drang va se mettre en porte-à-faux par rapport à cette doctrine en essayant de mettre en évidence, de revitaliser les sentiments qui font agir l'individu et qui étaient écrasés par une philosophie qui accorde sa prépondérance à la raison. Là, parmi les autres caractéristiques du Sturm und Drang, vous trouvez le retour à la nature, au sentiment de l'infini, mais aussi des thèmes que l'on trouvera dans le romantisme européen, comme par exemple l'importance accordée au moi, au subjectivisme, au singulier, au pittoresque, par rapport aux valeurs universelles que vous verrez avec ma collègue de français lorsque vous étudierez le classicisme français, en particulier en France au XVIIe siècle. Donc, le Sturm und Drang est un mouvement
et on peut dire vraiment mouvement, le mot ici mouvement a tout son sens, qui cherche à mettre en évidence ce qui, dans l'individu, chez l'individu, est tempétueux. Je dois vous dire que lorsqu'il y a une quarantaine d'années, j'ai lu, dans une autre édition que celle-ci, Les souffrances du jeune Werther de Goethe, dont j'étais étudiant à l'université, j'ai trouvé ce livre fade, alors que c'est un ouvrage tout à fait extraordinaire, mais que j'hésiterais à relire maintenant, parce que justement, il évoquerait toute une série de sentiments, un état d'esprit que j'avais à cette époque-là, et qui était un sentiment plus que romantique, c'est-à-dire un sentiment très perturbateur, puisque à l'époque, j'étais très amoureux, comme on peut l'être lorsqu'on est étudiant, à votre âge en tout cas. Donc, à mon âge, les choses se sont bien calmées, vous imaginez, heureusement pour moi d'ailleurs. Et donc, à cette époque-là, j'aimais une femme presque à la folie, comme c'est le cas de Goethe dans Les souffrances du jeune Werther. Et Werther, qui aime une femme qui s'appelle Charlotte, qui est elle-même mariée à un autre homme, hein, c'est toujours le trio infernal qui fait que les choses se passent difficilement, finit par se suicider à la fin du roman. Et moi-même, emporté par mon élan romantique à l'époque, j'étais dans le même état d'esprit. Heureusement, je suis toujours là, comme vous voyez, mais enfin, j'étais pas loin de passer l'arme à gauche à un moment donné. Donc, ça m'a paru, je me souviens, quand je l'ai lu, quelque chose de fade, parce que quand je l'ai lu, je me suis dit, c'est rien du tout par rapport à ce que moi, je ressens. Donc, j'étais dans cette attitude égotique, égocentrique, justement, du romantique, qui est retourné vers lui-même, qui pense à ses propres sentiments, et qui est en même temps dans une sorte de fusion avec l'autre, même avec l'univers, puisqu'il projette la totalité de ses sentiments sur l'univers, qui n'a plus de rapport, je dirais, rationnel avec le réel. Et je me souviens que, mais vous savez comment sont les fuites en avant, alors que le problème, il est dans votre tête et qu'on ne peut pas le résoudre par l'extérieur. Je me souviens qu'à l'époque, j'allais courir dans les bois, dans les forêts, alors qu'il y avait justement la pluie et tout, en criant, et exactement un petit peu, c'est pas ce qui se passe dans le roman, mais donc j'étais dans cette attitude que les romantiques décrivent dans leurs pièces de théâtre ou dans leurs romans. Sentiment de révolte également par rapport à la société. Là, je dirais que je suis toujours un révolté, socialement et politiquement, sauf que je vois les choses de manière beaucoup plus sereine, en essayant de résoudre les problèmes, et plus de cette manière égotique, comme c'était le cas il y a une quarantaine d'années. Voilà. Donc c'est pour ça que j'hésite à relire ce livre, parce que j'ai peur qu'il, quelque part, réveille peut-être de vieilles tempêtes, en me rappelant donc mon passé moi j'étais pas le jeune Werther, j'étais le jeune Jean-Michel à ce moment-là, hein, qui, comme beaucoup de gens de votre âge, peut avoir des passions assez dévastatrices et assez autodestructrices. Donc j'étais en train de planter de cette manière le mouvement du Sturm und Drang, qui est un vrai phénomène générationnel. On peut dire en fait que les Stürmer und Dränger, c'est-à-dire, j'essaie d'utiliser ici le substantif, je dirais, de Sturm und Drang, donc ça veut dire littéralement les tumultueux, les tempétueux et ceux qui sont portés donc, justement par cette poussée intérieure. Donc on peut dire qu'il s'agit de la génération de 1750 qui, au moment où ce mouvement se met en marche après 1770, trouve donc l'écho de ses fantasmes, de ses besoins, de ses désirs, de ses passions, en lisant Les souffrances du jeune Werther, donc
Die Leiden des jungen Werders. Goethe n'est pas tout seul dans ce mouvement. Il a eu de nombreux émules, des gens de sa génération. Je vous en ai cité un certain nombre au tableau, dans la colonne de gauche. Si vous partez du bas de cette colonne de gauche, vous verrez que j'ai cité donc Goethe de Werlikingen, de Lenz en 1774 le précepteur, 1776 les soldats, et le mouvement va continuer. Donc vous voyez 1780 les brigands de Schiller, die Rauber en allemand. Alors tous ces Stürmer und Dränger ont comme, je dirais, comme figure de proue quelqu'un qui n'est pas un écrivain, qui n'est pas un poète, mais qui est en fait un philosophe de l'histoire. Il s'agit de Herder, qui, de 1784 à 1791, publie donc ses idées sur la philosophie de l'histoire de l'humanité, autrement dit en allemand Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit. Alors, en 1984, Schiller publie Intrigue et amour, donc en allemand c'est Kabale und Liebe, et alors en 1987, Schiller publie Don Carlos. Alors, vous verrez que j'ai indiqué, outre les dates des œuvres qui sont mentionnées au tableau, un certain nombre de dates qui sont des moments clés de ce mouvement. Vous voyez qu'en 1770, donc tout à fait en bas du tableau à gauche, j'ai indiqué qu'à Strasbourg et Göttingen deviennent les centres du Sturm und Drang. J'ai indiqué également que en 1700, alors là il faut regarder dans ce qui se trouve à droite, c'est que dès 1775, comment dirais-je, Goethe quitte en fait ce mouvement et Weimar va devenir le centre du classicisme, parce qu'effectivement, le classicisme n'est pas un mouvement qui succède au Sturm und Drang, donc à ce pré-romantisme. En fait, le classicisme est un mouvement qui commence, qui débute plus tard, mais qui va avoir une vie qui est parallèle pendant un certain temps, même s'il se termine lui-même plus tard. J'ai indiqué chaque fois les dates. Donc le Sturm und Drang, c'est de 1770 à 1785. Et le classicisme allemand, c'est de 1775 à 1805. Voilà, donc vous voyez qu'ils sont partiellement à cheval l'un sur l'autre, de la même manière que le romantisme, au sens propre, commence, alors là, vous allez voir, commence en 1790 et se termine vers 1850, et connaît donc une vie parallèle au classicisme, par conséquent. Voilà, tout peut retirer ta feuille tout de suite. Je vous ai déjà expliqué qu'il n'y a rien de pire que les tortures où, pendant une nuit, on entend les gouttes d'eau tomber les unes après les autres, et où on attend chaque fois que la goutte d'eau suivante se forme avant de tomber. Ça peut être très angoissant. Donc je vous ai dit, il n'y a pas de problème à ça. Voilà. Donc je vous ai cité un certain nombre de caractères assez importants. Donc parmi les romans qui illustrent mon propos, je vous en ai cité quelques-uns, mais retenez que l'idée centrale, c'est que les héros de ces romans ou de ces pièces de théâtre sont toujours des personnages qui sont en révolte par rapport à l'ordre établi, par rapport à la société,
par rapport à la religion, par rapport au système politique. Donc il y a la notion de révolte, qui est donc bien une attitude typique d'une génération qui se révolte contre la génération qui précède, qui avait été, elle, marquée, je vous l'ai dit tout à l'heure, par le rationalisme, par l'Aufklärung. Je peux déjà vous montrer un certain nombre d'ouvrages qui illustrent donc plus précisément mon propos ici. Goethe von Berlichingen, je vous en ai parlé tout à l'heure. Alors les ouvrages que je vous montre sont la plupart du temps tous édités chez Aubier, Aubier-Montaigne. Alors c'est une collection qui n'existe plus à l'heure actuelle à ma connaissance, mais qui est une collection extrêmement intéressante puisqu'elle vous permet d'avoir chaque fois en regard le texte original, et ce n'est pas valable seulement pour la littérature allemande, mais aussi anglaise, russe, espagnole, italienne. Donc le texte original et en regard chaque fois la traduction. Hein, c'est quand même toujours plus agréable quand on lit d'avoir quand même en regard le texte original, parce que ça vous permet de retourner à la source, c'est ce qu'on essaye de faire la plupart du temps, mais ça permet également aussi, quand on connaît une langue, mais moi je ne suis pas linguiste, je ne suis pas germaniste, donc quand on la connaît comme ci, comme ça, on se débrouille, je la lis, mais enfin, je ne parle pas l'allemand couramment, donc c'est quand même facile, quand on ne comprend pas un mot, une expression, d'avoir quand même la traduction de l'autre côté. Ça facilite quand même drôlement les choses. Vous avez la même chose aussi pour le latin ou le grec. Vous avez par exemple la collection des universités de France qu'on appelle la collection Guillaume Vudet, pour les textes classiques. Voilà. Alors de Goethe, toujours pour sa période de jeunesse, vous avez le fameux Prométhée. Vous voyez, ce sont tous des drames de jeunesse qui ont été rassemblés par Aubier. Alors, Prométhée, vous connaissez certainement l'histoire le récit de ce titan qui fait partie d'une génération justement antérieure aux Olympiens, c'est-à-dire aux dieux que vous connaissez par vos lectures, ou parce qu'on vous en a parlé quand vous étiez dans l'enseignement secondaire. Et Prométhée se révolte contre l'autorité de Zeus, et c'est le même Prométhée qui ose prétendre apporter le savoir aux hommes. Il dérobe le feu aux dieux, aux Olympiens, et donne ce même feu donc aux hommes. Il est puni pour cette raison. Par Zeus, il est attaché sur un rocher et il est condamné à se voir dévorer pour l'éternité son foie par un aigle. Et comme c'est une divinité, c'est un titan, son foie repousse sans arrêt, et donc il ne meurt jamais. Donc il est dans un état de souffrance permanente. C'est le châtiment que Zeus lui avait trouvé parce qu'il avait osé défier son propre pouvoir. Alors je continue. De Lenz, je vous ai parlé du précepteur et des soldats, ici publié par l'Arche. Alors je vous ai parlé également des brigands, die Rauber, Schiller, toujours chez Aubier, sauf ici c'est devenu Aubier-Flammarion. Et enfin, je vous ai parlé de Intrigue et amour de Schiller. On va passer maintenant au courant qui, je vous ai dit, ne succède pas, qui naît chronologiquement pendant la période du Sturm und Drang et qui va,
paradoxalement être non pas initié mais repris en cours de route par le même Goethe qui a évolué psychologiquement, intellectuellement, philosophiquement. Lui-même, souvenez-vous, il avait été le chef de file des Stürmer et dès 1775, il va donc passer appartenir et lancer un autre courant. Vous le voyez au tableau ici en bas de la colonne de droite. On le voit bien à l'écran, tout ce que je vous montre là. Oui, oui, voilà. Et quand il devient ce chef de file qui s'installe à Weimar, il avait été précédé par deux auteurs, le premier en 1755, qui est Winkelmann, qui publie des réflexions sur l'imitation des ouvrages anciens, et en 1766 par Lessing, qui publie le Laocoon. Alors le Laocoon, ça vous rappelle peut-être une sculpture de l'époque hellénistique, où on voit Laocoon qui est encerclé, ainsi que ses deux enfants, par des serpents, et qui est en train de se débattre. Ça doit vous rappeler quelque chose, et qui est très significatif de l'art hellénistique, où on voit cette tourmente de ce personnage qui essaye de se débattre et qui s'oppose tout à fait au classicisme, je dirais, de l'époque qui précède, c'est-à-dire le 5e et le 4e siècle. Mais il se fait que Laocoon sert d'emblème à ce courant classique, justement, allemand, parce qu'il se réfère à l'Antiquité grecque. Il met en évidence justement la notion d'ordre, de symétrie, la notion de perfection que l'on trouve dans l'art grec. Le Laocoon donc de Lessing va être très lu, va avoir un très très grand succès. Je vous le montre ici, donc dans une édition chez Hermann, qui est un éditeur parisien. Alors vous avez justement le personnage qui trouve avec ses deux enfants, donc enlacés par des serpents. Voici. Alors, qu'est-ce que c'est que le classicisme? Je viens de vous indiquer quelle est sa source. C'est l'Antiquité grecque. Il faut savoir que l'Antiquité romaine va participer également comme source d'inspiration des classiques allemands. En effet, voyez qu'en 1786, Goethe part d'Allemagne et fait un voyage à Rome. Autrement dit, il va trouver une source d'inspiration non pas dans son propre pays, mais en effectuant ce voyage en Italie et plus particulièrement à Rome. En revenant de ce voyage, vous voyez qu'en 1788, il retourne à Weimar. Et pourquoi Weimar? Alors Weimar, en fait, en Allemagne, c'était une toute petite ville, vous savez, il y avait peut-être 5 ou 6 000 habitants à ce moment-là, et Weimar va devenir vraiment la capitale du classicisme allemand, parce que des tas de gens vont aller donc dans cette ville, rencontrer Goethe, et ça va être une ville comme ça où les écrivains allemands de l'époque vont être nombreux. Vous savez, il y a comme ça des communes, parfois pensez à Montmartre à Paris, où la concentration d'artistes, de peintres en particulier, était quand même, au début de ce siècle, assez important, du siècle passé, excusez-moi, du XXe siècle, assez considérable.
Voilà. Et en fait, Weimar, Goethe avait été invité par le duc d'une petite principauté locale pour, dans un but, je dirais, dans le cadre d'une fonction purement administrative. Et voilà, c'est ça l'explication de la localisation de ce courant, en tout cas dans cette ville. Dès 1778, Stolberg avait traduit du grec en allemand l'Iliade. Il y a un peu plus tard, alors j'essaie de retrouver la date ici, oui, en 1781, Voss, oui, la Voss, V-O-2-S, avait traduit l'Odyssée, également du grec en français. Ces deux œuvres dont je vous ai parlé il y a maintenant 3 semaines, certainement. Voilà, donc au cadre d'un cours sur la poésie grecque, au 8e siècle avant notre ère. Vous voyez que Goethe a publié aussi Egmont. Il a publié, qui avait été commencé en 1775, et en fait, un tournant, je dirais, pour le classicisme, ça va être l'influence déterminante de 2 œuvres d'Emmanuel Kant. D'une part, la critique de la raison pratique, les dates sont chaque fois marquées au tableau, et ensuite la critique de la faculté de juger. Je vous montre ces 2 œuvres. Voilà. Alors Kant, c'est ce grand philosophe de la deuxième moitié du XVIIIe siècle qui a mis au point un système que l'on appelle le criticisme. Et Emmanuel Kant, dans ses ouvrages-là, je ne parle pas bien entendu de la critique de la raison pure, c'est un autre ouvrage qui date de 1781, si mes souvenirs sont bons. Dans ces 2 ouvrages, Kant ici montre l'importance, en faisant la critique, de la place de l'éthique et de l'esthétique. Quand je dis la critique, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose où il formule des reproches. Critique, c'est dans le sens où il démonte la notion de beau, où il démonte la notion de juste également, et cette notion de beau, mais de beau en tant qu'état de plénitude et de sérénité. Eh bien, cet état-là va devenir, je dirais, l'emblème, le slogan des classiques allemands, et de Goethe en particulier. Je vous ai dit que Goethe avait fortement évolué. Dans sa jeunesse, il était extrêmement tumultueux. Quand je parle de sa jeunesse, je parle de sa prime jeunesse. Ici, il est toujours jeune, parce que Goethe, il va mourir, je crois qu'il avait presque 80 ans quand il est décédé, en 1832, mais Goethe est un personnage qui a évolué, mais évolué dans un sens tout à fait différent que Hölderlin, dont je vais vous lire un extrait dans un instant. Goethe est passé des tumultes, je dirais, vers l'équilibre et la sérénité, donc il est passé de ce mouvement du Sturm und Drang à un moment donné où il passe au classicisme et puis plus tard au romantisme, mais vous savez, il y a des auteurs qui sont plus ou moins classables, ce sont leurs œuvres qu'on peut classer, mais les auteurs eux-mêmes évoluent, donc ça n'a pas beaucoup de sens de dire Goethe est un romantique ou Goethe est un pré-romantique ou un classique. Il l'a été successivement. Il a été successivement pré-romantique, donc Sturmer, il a été ensuite classique, et il a été romantique. Mais tout ça, ça s'est passé insensiblement, il n'y a pas vraiment de rupture, sauf qu'il y a quand même des moments
où, dans sa carrière, des événements ont eu quand même leur rôle. Je vous ai parlé de son voyage en Italie, de la même manière que quand Schiller, je crois l'avoir indiqué quelque part, oui, quand... oui. Tout au-dessus. Oui, mais je ne voulais pas seulement... Oui, j'ai indiqué qu'il était mort en 1805. Oui, on peut retenir cette date-là. Je pensais à une autre date, mais effectivement, quand Schiller meurt, ben, effectivement, c'est aussi une rupture dans sa vie, hein, parce qu'il avait rencontré Schiller, et Schiller l'avait suivi, ils avaient été tous les deux les chefs de file du classicisme. Hein. Mais donc, il y a effectivement des moments qui sont marquants, mais il ne faut pas imaginer comme ça des coupures trop fortes. Vous voyez bien que la chronologie, ce sont des chronologies parallèles. Et souvent, dans les histoires, dans la littérature, comme dans l'histoire de l'art, on a souvent comme ça, parce que un des rôles des historiens de l'art ou de la littérature, c'est aussi de périodiser, et c'est d'abord de périodiser. On a tendance alors à, de manière un petit peu trop formelle, même si eux utilisent des nuances, quand ça passe au niveau des manuels scolaires, à devenir un petit peu des caricatures de périodisation. Vous vous souvenez, quand nous avons étudié ensemble la littérature française, enfin dans mon survol du XVIe au XXe siècle, je vous ai parlé, je vous ai cité les principaux courants qui s'étaient succédés depuis la Renaissance, mais je vous avais bien dit que les dates que je vous donnais étaient des dates conventionnelles, qui étaient des dates qui avaient une fonction essentiellement pédagogique, mais qui n'avaient en aucune manière rien d'absolu. Hein. D'accord, hein, ça n'a pas de sens de dire « Ah oui, Delacroix est romantique, et comme le romantisme, ça s'arrête en 1850, après Delacroix n'est plus romantique », ça n'a pas de sens. Hein, vous êtes bien d'accord, c'est comme Victor Hugo. On trouve Victor Hugo au moment de la bataille d'Hernani, hein, en 1830, mais on retrouve Victor Hugo aussi en 1880, au moment où il est au sommet de sa gloire. Et est-il encore romantique? Mais non, oui, non, en même temps. Vous savez, des gens comme Balzac, comme... voilà. Zola, ça paraît facile, parce que voilà, c'est un naturaliste, effectivement. Bon, voilà, parce que c'est dans le sous-titre des Rougon-Macquart, hein, histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire. Donc là, il y a des auteurs qu'on peut classifier plus facilement, mais il y en a d'autres, vous savez, qui sont à cheval sur plusieurs courants. D'ailleurs, ce n'est pas le problème des écrivains d'appartenir ou de ne pas appartenir à un courant. C'est le problème des gens, des érudits qui par la suite vont, pour des raisons de rationalité, essayer de regrouper en fonction d'un certain nombre de critères. C'est un peu ce que je fais ici, hein. Je ne vais pas dénoncer les autres, donc moi pour des raisons pédagogiques, là aussi, j'essaie de regrouper ces... Alors vous avez remarqué que je ne regroupe pas des auteurs, hein, je regroupe des œuvres, ce qui est tout à fait différent. Voilà, vous voyez que Goethe ou Schiller, ils se retrouvent dans les deux courants qui sont l'objet de la leçon d'aujourd'hui. Hein. Voilà, alors on ne fait pas continuer. Voilà, vous voyez que les autres œuvres qui sont mentionnées là se retrouvent voilà, en 1800, 1801, 1802, 1805, 1809. Je vais vous montrer les œuvres par acquis de conscience. Hein, voilà. Donc, Goethe, Iphigénie en Tauride, donc Iphigénie auf Tauris. Iphigénie, vous vous rappelez qui c'est? C'est donc la fille d'Agamemnon qui doit être sacrifiée pour que les Grecs puissent partir vers Troie, mener la fameuse guerre hein, qui va permettre aux Grecs, aux Achéens de récupérer Hélène, hein, puisqu'il y avait eu injure qui avait été faite au roi Ménélas, hein, et qui est sacrifiée finalement. Mais alors vous allez me dire, mais c'est en fait une œuvre classique. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'héroïne, ou en tout cas le personnage central de cette œuvre, est en fait un personnage qui accepte finalement son destin pour le bien, je dirais, le bien commun. Il y a eu plusieurs versions. Vous vous souvenez, je vous avais parlé d'Iphigénie en Tauride, d'Iphigénie en Aulide, il y a des versions différentes de ce mythe. Alors Egmont, a priori, on pourrait penser que c'est une œuvre qui appartient au Sturm und Drang, parce que Egmont, c'est qui? Egmont, enfin, en français on dit Egmont,
c'est le nom d'un chef de la révolte, donc d'un comte, qui s'est révolté contre Philippe II dans la deuxième moitié du XVIe siècle, contre l'absolutisme de Philippe II, contre son intolérance religieuse, avec le comte de Horn. Vous avez dû apprendre ça sans doute, je suppose. À mon époque, on apprenait ça encore à l'école primaire, mais heureusement maintenant, il n'y a plus les méfaits du roman national tel que nous, on nous l'enseignait il y a une cinquantaine d'années. Hein. Mais en fait, le comte d'Egmont et de Horn ont leur statue dans le parc du Petit Sablon, donc dans la rue de la Régence à Bruxelles, et ce sont des héros de l'indépendance ou de la volonté d'indépendance de nos provinces face à l'absolutisme du roi d'Espagne à ce moment-là. Ils ont été décapités sur la Grande Place, et voilà, ils sont donc, ça leur a permis d'être immortalisés et de devenir une légende. Alors, Torquato Tasso, alors Wallenstein, donc la mort de Wallenstein, Wallenstein's Tod, de Schiller, aussi une œuvre classique. On aurait pu dire aussi que c'était une œuvre qui aurait pu appartenir au Sturm und Drang, parce qu'il s'agit aussi d'un héros, d'un mauvais garçon, d'un gaillard, voilà, mais finalement, la manière dont tous ces sujets sont traités fait que, en toute hypothèse, c'est la loi, ou l'acceptation plutôt de la loi, qui prend le dessus, et qui fait que, contrairement à ce qu'on avait pu voir dans Les Brigands die Räuber de Schiller, qui représentaient donc des personnages qui étaient épris de liberté et qui se révoltaient, et où là la notion de liberté contre l'ordre était tout à fait présente, ici dans les œuvres de la maturité de Schiller et de Goethe, ici il y a une acceptation d'un ordre universel, d'un ordre qui est supérieur, je dirais, à la volonté singulière des différents acteurs. Marie Stuart, même chose de Schiller. Marie Stuart, vous connaissez le destin de cette reine d'Écosse, qui s'est révoltée contre sa cousine Élisabeth Ier, qui paradoxalement c'est son fils Jacques Ier qui va succéder après à Élisabeth Ier. Marie Stuart qui a été décapitée, mais là aussi c'est une révoltée, mais qui finit quelque part par accepter son sort. Donc vous voyez qu'on n'est plus dans une phase de révolte pure, on est dans une phase où après la révolte succède une période où il y a acceptation d'un ordre supérieur. Et c'est en cela qu'on classe tous ces romans ou ces pièces de théâtre, plus exactement, dans la catégorie classique. Guillaume Tell de Schiller, même chose. Vous connaissez ce héros de l'indépendance helvétique du Moyen-Âge contre la domination entre guillemets autrichienne, ça n'a pas beaucoup de sens, d'Harnibourg, si vous voulez, à cette époque-là, où là c'est la révolte d'un peuple, mais où finalement là ça se termine bien, parce que finalement c'est une révolte qui aboutit à un nouvel ordre, mais qui amène la sérénité. Enfin, alors là c'est en 1809, donc vous voyez qu'on peut prolonger le classicisme malgré les dates qui sont notées au tableau, 1805, la date plutôt, 1809, on peut dire que les affinités électives de Goethe marquent vraiment l'apogée du classicisme. En fait, le terme affinité élective renvoie très clairement, c'est une métaphore, mais qui renvoie à un véritable processus chimique dans la relation entre des êtres humains. Mais si l'héroïne de l'histoire, qui s'appelle Odile, se laisse mourir de faim, c'est en fait dans une optique où elle accepte tout à fait son destin, finalement. Voilà. Alors, je vous ai parlé de Herder tout à l'heure et de ses idées pour la philosophie de l'humanité.
extraits de ceci, parce qu'à proprement parler, hein, Herder il n'a pas rentré dans l'histoire de la littérature, on pourrait le considérer, mais enfin, c'est plutôt un auteur qu'on étudie dans le cadre de l'histoire de la philosophie ou de l'histoire de la philosophie d'histoire, hein, plus précisément. En revanche, je vais vous lire deux passages tirés respectivement de là par où j'avais commencé mon exposé, à savoir les souffrances du jeune Werther, et puis un ouvrage de Hölderlin qui a un destin qui est à l'exact opposé de celui de Goethe dans Hyperion, en français, c'est un mot grec, donc en allemand ça se dit Hyperion. Hyperion, parce que le Y, c'est Upsilon en fait. Hein. Donc ça se prononce U. Hein. Alors, je vous avais lu l'introduction de ce roman épistolaire dont la première lettre, oui, commence le 4 mai 1771 et qui se termine par le suicide donc de Werther. Ici, je vais vous lire un passage qui est peut-être un peu plus long, mais qui est, je dirais, et j'arrive tout doucement à mes conclusions, assez représentatif, et je dirais une fois de plus, c'est un mot un peu éculé, mais emblématique, de ce que c'est que ce pré-romantisme, de ce que c'était que ce Sturm und Drang. Je lis donc ici un extrait de la lettre. Ce sont des lettres qui s'échangent donc entre les différents protagonistes, principalement entre Werther d'une part et Charlotte, la femme qu'il aime, mais qui est mariée à un autre homme, donc Albert. Donc, cette lettre du 26 mai, extrait. Je fus confirmé par là dans ma résolution de m'en tenir désormais à la seule nature. Retenez ce mot nature. Hein. Je vous ai dit que cette thématique de la nature, de l'expression de ce qu'il y a en nous de profond, mais qui n'est pas l'universel. La nature est changeante, elle est singulière, elle bouge, elle est pleine de vie. D'ailleurs, c'est ce que Herder défendait dans son livre « Idées sur la philosophie d'histoire », où il montrait pour la première fois que l'histoire, ce n'était pas une succession d'événements comme ça, mais qu'il y avait un lien organique entre tous ces événements. Que l'histoire, c'était la vie, en fait, qu'il y avait un véritable élan. Et c'est pour ça qu'il a été un petit peu l'idéologue auquel se sont référés les Sturmer ici. Je fus confirmé par là dans ma résolution de m'en tenir désormais à la seule nature. Hein, mot-clé. Elle seule est infiniment riche. Oui, infiniment riche. Et infiniment, c'est nouveau, c'est un mot qui n'est pas laissé au hasard, hein, quand il dit infiniment riche. Elle seule est infiniment riche. Elle seule forme le grand artiste. On peut dire à l'avantage des règles bien des choses. Alors là, on voit qu'il s'attaque au courant qui précède, hein, c'est-à-dire le classicisme à la française. Ça va ? Le classicisme à la française. Et indirectement, donc, à l'Aufklärung, hein, qui était dominé par la raison. Bien des choses. À peu près ce que l'on peut dire à la louange de la société civile. En vous y conformant, vous ne produirez jamais rien qui soit absolument sans goût, rien de mauvais, de même qu'en vous laissant modeler par les lois sociales et par la bienséance, vous ne deviendrez jamais un voisin insupportable, jamais un remarquable scélérat. Donc, ici, il dit, effectivement, si vous suivez les principes du classicisme, mon classicisme n'intervient pas parce que c'est une lettre qu'un jeune amoureux écrit à la femme qu'il aime, hein, donc il n'est pas en train de faire de la théorie de la littérature, Werther, hein, quand il est en train d'écrire à Charlotte. Sauf que, on voit toute la philosophie de la littérature
de Goethe à cette période précise de sa vie, c'est-à-dire en 1774, apparaître. Alors, en face, pardonnez-moi, en face, qu'est-ce qu'ils disent qu'il y a en face? Par contre, et quoi que l'on en dise, toute règle ne peut que détruire, il faut noter cette phrase, hein, toute règle ne peut que détruire le véritable sentiment, la véritable expression de la nature. Je relis. Par contre, et quoi que l'on en dise, toute règle, et il a dit précédemment que les règles, finalement, ben oui, c'est pas mal les règles, ça ne peut pas faire de tort, ça permet d'être en bonne compagnie, ça permet la bienséance, oui, il ne peut rien vous arriver de grave quand vous suivez les règles, mais par contre, et quoi que l'on en dise, toute règle ne peut que détruire le véritable sentiment. Or, c'est ça la vie, c'est ça la vie, la véritable expression de la nature. Donc on voit même plus tard tout ce que cela peut avoir de dangereux dans ses conséquences. Ça vous fait penser à qui, ce problème du retour à la nature, de ce retour à cet élan vital, de ce retour, je dirais, aux sentiments qui vont conduire d'ailleurs à un nationalisme qui va de plus en plus exacerbé pendant le romantisme allemand, mais aussi pendant une période dramatique de l'histoire de l'Allemagne. C'est le nazisme. Quand vous lisez les textes de Hitler, quand vous lisez les textes des idéologues nazis, ils font sans cesse référence à cette nature, à l'instinct. Parce que l'instinct, c'est rien d'autre que l'aspect, le fond naturel que chacun a chez lui. Ça fait référence aux races aussi. Évidemment, Goethe n'est certainement pas raciste. Mais on voit quelles conséquences philosophiques, entre guillemets, disons idéologiques, hein, des hommes politiques peuvent en tirer, consciemment ou inconsciemment d'ailleurs, pour mettre en évidence la notion d'âme, d'âme allemande, non plus d'âme universelle. C'est que chaque peuple a sa propre âme, et on comprend dès lors pourquoi les nazis accordaient tellement d'importance aux fameuses musiques, aux opéras de Wagner. Hein, dans Parsifal, dans Lohengrin, on voit cet élan vital, c'est cette référence aussi au passé germanique, aux divinités germaniques. Les Valkyries, pensez également à la trilogie. Eh bien, tout ça trouve sa source, même si ce n'est pas voulu par des gens comme Goethe et par les autres écrivains du Sturm und Drang, ça se trouve en germe déjà là-bas. Donc en allemand, ça donne ceci. Vous avez bien noté les mots que je vous ai dit. Donc il y a règle d'un côté, et la règle s'oppose au véritable sentiment, à la véritable expression de la nature. Je trouve que, voilà, ça se trouve dans l'édition que j'ai ici, page 12, c'est donc dans le livre 1. Alors en allemand, ça donne ceci. Das Wahrgefühl von Natur und den wahren Ausdruck derselben zerstören. Ça va? Alors, un petit peu plus loin, on trouve ceci, toujours dans la même lettre. Oh, mes amis, vous vous demandez pourquoi le torrent du génie, cette idée de torrent, ben, ça nous fait référence tout de suite à quoi? Au fameux Sturm, à la tempête, à cet élan tumultueux, le torrent du génie. Les romantiques, enfin les Sturm und Drang, en fait, accordent beaucoup d'importance à ce génie. C'est quoi le génie? Le génie, en fait, c'est ce qu'il y a de particulier à chaque héros, à chaque être humain, et qui fait de lui un véritable démiurge, c'est-à-dire un créateur. Oh mes amis, vous vous demandez pourquoi le torrent du génie si rarement jaillit, si rarement s'en vient, mugissant à grands flots, ébranler vos âmes étonnées. Je ne vais pas continuer, mais dans cette phrase, vous avez vraiment le programme aussi du Sturm und Drang. Le torrent du génie si rarement jaillit, si rarement s'en vient, mugissant à grands flots. Mais le grand flot, c'est aussi cette notion de tumulte, de tempête.
parce que Sturm, c'est la tempête en fait, hein. Ébranlez vos âmes étonnées, etc., etc. Alors, je ne vais pas m'amuser à vous dire ça en allemand chaque fois. Bon. Ça, c'est donc pour les souffrances du jeune Werther. Mais je vous avais dit que j'allais lire en parallèle, alors là, un personnage qui a eu, un écrivain qui a eu une carrière tout à fait différente, enfin, une carrière, plus exactement, une évolution psychologique qui est l'inverse de celle de Goethe. Il s'agit de Hölderlin. Hein, vous voyez ça, je le cite là, 1799, Hölderlin, Hyperion, ou période en allemand. Alors il s'agit d'un roman. Mais ce roman, on peut dire que c'est un roman poétique. D'ailleurs, c'est sans doute pas par hasard, bien sûr, que Gallimard a décidé de le publier dans sa collection Poésie. Ce n'est pas une édition bilingue, hein, ici c'est uniquement en français. Voilà, avec une belle préface, comme toutes les préfaces, qui sont écrites par Philippe Jacotet, hein, un grand germaniste. Je vais vous lire des passages. Alors oui, je vous ai dit que Hölderlin a une évolution qui est contraire à celle de Goethe. Goethe est parti du tumulte. Et puis, il a évolué surtout après la mort de Schiller, vers de plus en plus de sérénité, d'équilibre, au point d'être devenu le sage de Weimar, hein, que l'on allait rencontrer à l'occasion pour avoir des avis très sages, justement. Or, Hölderlin, lui, il a un chemin un petit peu différent, puisqu'il va prendre comme mentor Schiller, donc l'ami de Goethe, et Schiller, à l'époque où il est dans sa période classique, il n'est plus dans sa période tumultueuse du Sturm und Drang. Et Hölderlin, après cet ouvrage-là, un peu plus tard, pas immédiatement, il était destiné à devenir pasteur. Hein, il essayait sans arrêt de trouver des postes de précepteurs, c'est-à-dire de professeurs particuliers, dans des familles qui avaient les moyens de se payer un précepteur pour leurs enfants. Et lui, il essayait de trouver ces postes-là pour éviter d'avoir charge d'âme, justement, comme pasteur. Donc il essayait tout le temps d'avoir des faux fuyants, si vous voulez. Et lui, c'est juste le contraire ce qui va se passer. Il est parti de la sérénité et il va devenir un déséquilibré. Il va devenir fou. Donc, c'est la première partie de sa vie qui est une période très fertile. Et puis après, pendant plusieurs décennies, je crois qu'il est mort en 1842, je vous dis ça de mémoire, hein, je ne sais pas, il faudrait que je vérifie, mais en tout cas, les dernières décennies, il n'a pratiquement plus rien produit. Vous savez, il y a comme ça des personnages un petit peu particuliers. Pensez à Racine. Ah ben, toutes ces tragédies, hein, elles datent de la période 1667-1677. Donc en 10 ans ont été publiées les quoi? Ça veut dire les 11 tragédies de Racine. Donc il a une période comme ça de créativité intense. Mais voilà, période courte de sa vie. Si vous prenez le cas de Rossini, la même chose, le musicien, hein, il publie, il compose de nombreuses œuvres au début de sa vie, quand il a entre 20 et 30 ans, je dirais, et puis il a vécu vieux, vous savez, Rossini, il a vécu plus de 60 ans, enfin, vieux pour l'époque, entendons-nous bien, mais pendant près de 20 ou 30 ans, il n'a plus rien composé. Donc il y a des destins un petit peu curieux, donc des gens qui sont très productifs, très créatifs, à un moment donné de leur vie, et puis il laisse tomber les pinceaux s'il s'agit d'un peintre, il laisse tomber le clavier ou l'archet s'il s'agit d'un pianiste ou d'un violoniste ou d'un violoncelliste. Eh bien, il y a des écrivains qui laissent tomber la plume. Voilà. Et donc, il est mort fou, Hölderlin. Donc, lui, il est passé de l'équilibre, d'un relatif équilibre, hein, entendons-nous bien, parce que quand on parle du classicisme allemand, ce n'est pas le classicisme français. Hein. C'est bien pour ça que j'ai bien insisté sur le mot allemand, l'épithète allemand au tableau.
il ne faut pas comparer ce classicisme-là avec le classicisme de Racine ou de Corneille. Ça n'a rien à voir, ou de Boileau encore moins. Ça n'a rien à voir. Effectivement, dans le classicisme allemand, il y a une référence à l'art, il y a une référence à la beauté en tant qu'absolu qu'il faut rechercher. Il y a la recherche de l'équilibre, de la sérénité. Mais enfin, l'héritage de Sturm und Drang n'est pas complètement abandonné. Effectivement, c'était ce qu'on pourrait appeler une sorte de crise de croissance dans l'histoire de la littérature allemande. Mais pourtant, il y a des caractères spécifiques, je dirais, au classicisme allemand qui font se rapprocher, bien entendu, de ce qu'on appelle donc le pré-romantisme. Et d'ailleurs, ça n'aurait pas de sens d'imaginer qu'entre le Sturm und Drang et le romantisme au sens complet du terme dans la première moitié du XIXe siècle, il y ait comme ça un mouvement, j'allais dire presque alien, étranger, qui se situe entre les deux, qui s'appelle le classicisme. Donc on peut dire que le classicisme allemand, c'est avant tout un état d'esprit, c'est un courant d'idées, mais il ne faut pas définir le classicisme allemand donc par la fixation d'un style particulier, certainement pas. Voilà. Donc je vais vous lire deux passages d'Hyperion. Alors Hyperion, en fait, c'est en fait un voyage d'un ermite à travers la Grèce, à une période qui n'est pas quelconque. Vous voyez que c'est écrit à la fin du XVIIIe siècle, à une époque où les Grecs souffrent terriblement de la domination des Ottomans. La Grèce faisait partie de l'Empire ottoman. Aujourd'hui, la Grèce n'existait plus. Elle va devenir indépendante un an avant l'indépendance de la Belgique, donc en 1829 seulement. Donc un an avant l'indépendance de la Belgique, la Grèce. Et d'ailleurs, les combats des Grecs dans les années 1820 contre les Turcs vont susciter beaucoup d'engouement de la part des romantiques français, anglais qui vont partir là-bas, le plus célèbre d'entre eux étant bien sûr Lord Byron, le chef de file des romantiques anglais, qui va mourir pour la cause grecque à Missolonghi. Mais donc, voilà, il faut voir aussi ce que Chateaubriand a pu écrire dans son itinéraire de Paris à Jérusalem, quand il est en Grèce, on voit tout son engouement à cette époque-là aussi pour les Grecs. Vous savez, il faut se dire que, évidemment avec des conséquences moins graves, mais que pour ces romantiques, partir défendre la cause des Grecs, c'était un petit peu comme, je dirais, défendre la révolution culturelle chinoise dans les années 1966-1970 en France ou en Belgique. Vous avez entendu parler des maoïstes. Ce sont des intellectuels, des universitaires, des étudiants qui se sont pris d'engouement pour la révolution culturelle chinoise. Alors c'est un mouvement totalitaire. Et voilà, mais ils avaient idéalisé la Chine de la même manière qu'ici les romantiques européens ont idéalisé la Grèce, parce que la Grèce de cette époque-là, c'est plus du tout la Grèce de l'Antiquité. C'est une Grèce faite de petits paysans, analphabètes, voilà, qui ont presque tout oublié de leur culture. Ils savent plus ce que c'est. Quand ils voient le Parthénon, ils voient effectivement un temple détruit. Il avait été détruit dans la deuxième moitié du XVIIe siècle par la flotte vénitienne, parce que comment dirais-je, les Turcs ottomans avaient mis le réserve de poudre dans le Parthénon, sur l'Acropole, mais ils voyaient ça, mais ils ne savaient plus du tout ce que c'était, en fait. Ils ne savaient plus ce que c'était. Donc c'est une Grèce idéalisée. C'est un petit peu, je dirais aussi, mais là, évidemment, on n'est plus dans le domaine culturel, mais ce qui se passe quand vous voyez un certain nombre de jeunes musulmans qui sont radicalisés, qui partent défendre la cause, qui partent en Syrie ou la plupart du temps en Irak, à aller se battre, donc, alors qu'ils n'ont pas connu en fait l'époque où leurs parents, leurs grands-parents, la plupart du temps, vivaient dans un pays musulman, le Maroc ou l'Algérie, et qui partent là-bas, aller se battre pour une cause indéfendable, alors qu'ils sont devenus belges, enfin ils sont belges, ce
sont leurs parents, leurs grands-parents la plupart du temps, qui étaient marocains. Voilà, ils idéalisent comme ça un combat, et puis ceux qui reviennent, ben, ils savent ce que ça veut dire, en fait, hein, réellement. Donc je vous lis enfin le passage de Hölderlin, parce que vous voyez que je suis très bavard, et j'ai tendance à me laisser partir comme ça dans des digressions qui ne devraient pas avoir, qui n'auraient pas lieu d'être. Hein. Alors ici, donc, dans ce livre, vous avez Hyperion, qui est un voyageur en Grèce. Dans le sous-titre du livre, il est marqué l'ermite de la Grèce, qui aime une femme, Diotima, qui n'est rien d'autre que, j'allais dire un prête-nom, pour une femme que Hölderlin lui-même aimait, c'était la mère d'enfants dont lui-même avait la charge en tant que précepteur, et qui était une femme de banquier, en fait. Hein. Donc, en fait, il aimait donc dans le cadre d'un adultère, en fait. Hein. Et donc, Diotime, pour lui, ben, c'est de manière cachée la femme de ce banquier qu'il aime pendant le règne à cette époque-là. Et il dit ceci, il veut construire une nouvelle église. Je porte dans mon âme, donc là c'est Diotime qui parle, hein, donc la femme. Je porte dans mon âme une image de la sociabilité. Grand Dieu, comme elle fait apparaître plus beau d'être ensemble que seul. Si l'on ne tirait joie, pensais-je souvent, que des choses qui sont chères à tous les cœurs, si le sacré qui est en nous se transmettait par la parole, l'image et le chant, si tous les esprits, notez bien ceci, communiaient en une seule vérité, donc on voit qu'ici on est dans l'universel, c'est un cas pathologique, hein, mais enfin ici je ne vais pas faire de la psychologie à 5 sous, hein, mais donc si tous les esprits communiaient en une seule vérité, on voit qu'il est un peu illuminé, hein, le bonhomme, se reconnaissaient en une seule beauté, là on est vraiment dans le classicisme, hein, on est dans l'universel, on n'est plus dans le singulier. Ah, si l'on courait ainsi, main dans la main, à la rencontre de l'infini. Ah, mais la notion d'infini, ça c'est un thème romantique. Donc, vous voyez, je vous ai dit, ces auteurs sont plus ou moins inclassables. Alors, la réponse de Hyperion, « Ô Diotima, m'écriai-je, si je savais où la trouver, cette communauté divine, aujourd'hui encore, je prendrais le bourdon du pèlerin, je volerais à la rapidité de l'aigle, me réfugier dans la patrie de notre cœur. » Et Diotima répond, « J'ai souvent vécu dans son sein en esprit, poursuivit Diotima, et il me semble que je suis très loin dans un autre monde, et me passant fort bien de l'actuel. Nous chantons d'autres chants, nous fêtons de nouvelles fêtes, les fêtes des saints de tous les dieux et de tous les temps. » Référence à l'universel, des héros de l'Occident et de l'Orient. Et puis je voudrais encore vous lire un passage avant de vous montrer les livres. Alors là, c'est tout à la fin d'Hyperion. Hein. Donc c'est Hyperion qui parle après la mort de Diotime, en fait. Ainsi m'abandonnai-je, alors que la femme qu'il aime, elle n'est pas morte, vous savez. Ainsi m'abandonnai-je de plus en plus à la nature radieuse, donc notion de nature. Mais c'est nature radieuse, hein, c'est pas la nature tumultueuse, et presque avec excès. J'aurais aimé redevenir enfant, avoir moins de science et me changer en pur rayon pour en être plus proche. Un seul instant me sentir dans sa paix, dans sa beauté, dans sa paix, dans sa beauté. Il y a le classique. Me semblait 1000 fois plus précieux que des années chargées de méditation, que toutes les expériences de cet éternel expérimenteur qu'est l'homme. Tout ce que j'avais appris ou fait au cours de ma vie fondait comme glace, et toutes les tentatives de ma jeunesse sombraient peu à peu dans l'oubli. Quant à vous, bien-aimés si lointains, morts ou vivants, comme nous étions intimes. Là, il y a encore quelque chose d'autre. Oui, et peut-être vraiment l'extrême fin de ce roman poétique. Ô âme, âme, beauté du monde, toi, l'indestructible, la fascinante, l'éternellement jeune, tu es. Qu'est-ce donc que la mort et tous les maux des humains?
que de paroles creuses ont inventé ces originaux. Toute chose, en fin de compte, advient par désir, et toute chose s'achève dans la paix. Les dissonances du monde sont comme les querelles des amants. La réconciliation habite la dispute, et tout ce qui a été séparé se rassemble. Vous voyez, là c'est nouveau l'idée également. On n'est pas dans la révolte ici, on est dans l'opposition par rapport à la dispute, on est dans la réconciliation. Alors, inutile de faire une conclusion aussi, puisque je l'ai faite dans les 10 dernières minutes de mon cours, puisque j'ai comparé d'une part Goethe et d'autre part Hölderlin, qui ont connu un parcours tout à fait différent. Il me reste à vous montrer très peu de livres, puisque je crois vous avoir montré tous les autres. Ceux-là aussi, voilà. Alors, de Angelos, ou en que sais-je, la littérature allemande. Alors, de Paul van Tighem, le romantisme dans la littérature européenne, dans la collection L'évolution de l'humanité chez Albin Michel. Dans la collection U, présentée par Jacques Droz, des textes sur le romantisme politique en Allemagne, et je vous ai montré l'importance que le romantisme va avoir à long terme sur le nationalisme en Allemagne, à court terme sur le nationalisme, et à long terme alors sur l'exacerbation alors de ce nationalisme, avec l'idée que le peuple allemand est un peuple élu, qui est destiné à dominer le monde, le peuple des Ariens. D'Henri Brunswick, chez Sciences Flammarion, Société et romantisme en Prusse au XVIIIe siècle. Alors Madame de Staël, qui est contemporaine de Chateaubriand, donc premier tiers du fin du XVIIIe siècle et premier tiers du XIXe siècle, Madame de Staël qui a permis aux Français de mieux connaître, mais de son point de vue à elle, la vie des intellectuels allemands, des écrivains allemands. Donc elle a écrit de l'Allemagne, voilà, ici. De ce côté-ci, vous voyez justement un portrait de Goethe, et de l'autre côté, Martin Luther. Alors, un classique aussi, Thomas Mann, le prix Nobel, ce très très grand écrivain allemand du XXe siècle, un grand humaniste aussi, qui a fui le nazisme et qui s'est réfugié aux États-Unis, a écrit un Goethe et Tolstoï. Petite bibliothèque Payot. Et enfin, pour terminer, le magazine littéraire d'avril 1999 m'a servi aussi pour la partie consacrée au classicisme allemand, Goethe, l'universel. J'ai dit.